Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. On analyse ensemble les enjeux de la 13e journée à venir dans la preview, Arne Slot en danger, tout comme Daniel Farke à Leeds, et puis derby de Londres au sommet entre Arsenal et Chelsea. Première preview, ce sera désormais tous les vendredis, vous en aurez l'habitude, votre deuxième rendez-vous de la semaine après le débrief du lundi. Et pour m'accompagner, on ne change pas ce beau casting. D'abord celui qui s'est pris de passion tout récemment pour Manchester United lors d'un voyage à Istanbul. Ouais, c'est original, mais il n'y a qu'à lui que ça arrive. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et Ici Savoie, est avec nous. Salut Valentin. Salut Antoine, salut à tous. Bah ouais, écoute, on choisit pas nos passions, des fois ça nous tombe dessus comme ça, sans trop savoir pourquoi. Ouais. Je te confirme que ce n'est pas choisi. Avec nous aussi, Hugo Barthélemy, il a un passeport belge, un passeport luxembourgeois, des racines françaises, le cœur londonien, et il est toujours avec nous pour nous faire vivre la Première Ligue. Salut Hugo. Antoine, salut, très belle journée de Première Ligue à venir et on espère qu'on verra des aussi beaux matchs qu'on a vus cette semaine. Hugo, que vous avez déjà lu dans les pages du quotidien luxembourgeois, l'essentiel, j'avais oublié de citer, je me rattrape et je vais éviter de faire tomber la bouteille qui est à côté de moi. Messieurs, on a un sacré programme encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va se répéter, mais on a un gros programme avec énormément de choses. D'abord, on va rapidement revenir sur le dernier match que nous n'avions pas pu débriefer, lundi, ce Manchester United-Everton remporté 1-0 par les Toffees, à la surprise générale, après un carton rouge d'Idrissa Gueye à la 13e minute. Ils ont joué à 80 minutes à 10 contre 11. Messieurs, est-ce que vous avez vu passer cette stat? Ça faisait combien de temps qu'un joueur de Première Ligue n'avait pas été expulsé pour une altercation avec un coéquipier? Est-ce que c'est pas 2008? C'est 2008, exactement. Alors, est-ce que je te demande qui maintenant? Waouh. Non, je les ai pas. Non, il y a pas Arsenal dans le lot? Non, c'était Stoke City contre West Ham, et c'était Ricardo Fuller sur Andy Griffin. Voilà, on remercie Reuters qui nous a filé cette info, qui est assez bresson, parce que 2008, on remonte quand même. Everton n'avait plus gagné à Old Trafford depuis 2013. David Moyes n'y avait jamais gagné en manageant une équipe adverse. Et pareil, c'est la première fois que Manchester United perd à domicile à 10 contre 11. Tu disais, Hugo? Avec United, Moyes a gagné à Old Trafford. Oui. Heureusement quand même, heureusement. Ouais. Donc sacrée performance des Toffees, imprévisible. Bon, on pourrait parler du scénario du match, mais en deuxième période, il ne s'est passé que Pickford pour Everton et une inefficacité offensive quand même du côté de Manchester United qui est vraiment inquiétante et qu'il faudra corriger le plus vite possible. Et déjà, ce week-end, à Crystal Palace, Manchester United est vraiment décevant offensivement. 19 buts inscrits tout de même depuis le début de saison, mais on en attendait certainement plus avec le recrutement XXL en attaque. Valentin, là-dessus, qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, bah non, mais sur le recrutement, c'est vrai qu'ils ont quand même perdu beaucoup d'éléments offensifs. Et ils n'ont pas su, je trouve, combler ces pertes offensives. Ils ont recruté Sesko, mais bon, il est blessé en ce moment, mais même quand il n'était pas blessé, il était peu convaincant. Mbeumo, c'est un petit peu mieux, mais là encore, 75 millions d'euros, je crois qu'il a marqué 5 buts en Première Ligue. Matheus Cunha, bah, c'est décevant aussi, et au total, ils ont dépoursé plus de 200 millions d'euros pour, je trouve, avoir une attaque qui n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions, il n'y a pas beaucoup d'appels, il n'y a pas beaucoup d'envie. Alors qu'avant, je trouvais que même si il manquait de l'efficacité, il y avait quand même de l'animation avec Garnacho, avec Anthony. Il y avait des choses qui se passaient, que là, il y a un petit peu moins. Après, c'est peut-être aussi une période d'adaptation, mais en tout cas, le secteur offensif de Manchester United est vraiment à la peine. Il manque quoi? Une étincelle, c'est ça? Je veux dire, il manque quelque chose, un petit déclencheur, là, comme ça, Tu vois, tu me parlais de Garnacho, Anthony, des ailiers. Bon, Anthony, c'était pas le plus à l'aise à Manchester United, on est d'accord, mais il manque cette étincelle sur les côtés?
Ouais, je trouve qu'il manque cette étincelle. Il manque aussi un buteur fiable aussi pour finir. On va en parler, mais ils vont affronter Crystal Palace de Mateta. Bah, typiquement, un Mateta à Man U, moi je serais séduit, quoi. Après, Prenez on note, verra ce monsieur que. Amorim. Prenez note. Non, Ouais, on verra ce que vous décidez, mais moi, enfin, c'est typiquement ouais, un buteur, parce que pour moi, il manque vraiment de réalisme dans la surface. ouais, et surtout que Sesko est blessé au genou pour plusieurs semaines. Cunha est blessé a priori aux ischio-jambiers des dernières nouvelles. Mbeumo et Diallo vont partir pour la CAN le 7 décembre. Bon, après leur Oui, départ, c'est vrai. il faut affronter Bournemouth, il faut affronter Aston Villa, il faut affronter Newcastle. Bon courage à Manchester United pour retrouver de l'animation offensive parce qu'on a encore vu que, pardon de le cibler que lui, ce n'est pas le seul problème, mais que Joshua Zirkzee devant, ça manque totalement de réalisme. On parle même d'un prêt hein, pour lui, d'un prêt peut-être. Ah, c'est des Il n'a rumeurs pas hein, le pour niveau, l'instant, hein, mais un ouais. prêt en janvier. Mais du coup, faut trouver quelqu'un pour le remplacer quand même. Bon, Ah non, Joshua Zirkzee, c'est un joueur qu'on a vu jouer, évoluer aussi en Belgique, hein, du côté d'Anderlecht, mais qui avait été bon pour le championnat belge, mais qui n'avait pas non plus impressionné comme d'autres ont pu le faire avant lui dans ce championnat. Donc j'étais déjà étonné que Manu aille le signer. Alors il avait fait une pas mauvaise saison à Bologne, mais c'était pas non plus la saison du siècle, quoi. C'était pas une saison de l'ampleur de ce qu'on fait Voltema 2, de ce qu'on fait Gyökeres, de ce qu'on fait des Isaac, ce genre de joueurs. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu une petite erreur de casting sur Joshua Zirkzee et je pense que c'est une erreur qui aurait pu être évitable. mais il y en a eu deux en plus l'année dernière parce qu'il y avait aussi Rasmus Højlund qui Avec n'avait pas Højlund, été bon, oui, ouais, clairement. qui avait pas été bon à Manchester United. Bon, offensivement, ça marque quand même des buts, hein, même si c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on aurait aimé voir du côté de Manchester United. Défensivement, c'est toujours aussi c'est c'est un coup, enfin c'est les montagnes russes, j'ai envie de dire. Un coup c'est bien, un coup c'est trou d'air, et notamment on voit quelques séquences où Man United est capable de se prendre d'un coup 2, 3 buts d'affilée. C'est quand même alarmant. Et alors, je sais que tu veux prendre sa défense du gardien de Manchester United, Hugo, Lamens, mais euh, je trouve pas que ce soit l'assurance touriste quand même, hein. Peut-être pas une assurance tout risque, mais c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce que Manu a connu avec Onana et même Bayindir, qui n'est pas non plus exempt de tout reproche sur ces matchs. Et après, en défense, c'est vrai que sur le papier, c'est plutôt alléchant quand on voit du Euro, du De Ligt, même du Maguire, hein, qui a quand même été bon cette saison, du Mazraoui, ça donne envie. On se dit que sur le papier, c'est très bien. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver de la cohésion et j'ai aussi l'impression que ça change souvent, alors au gré des blessures, au gré des choix d'Amorim. J'ai pas l'impression qu'on a un trio, parce que Man United défend à 3, un trio vraiment gravé dans le marbre. On pensait que c'était un petit peu relancé quand même du côté de Manchester United. Il y avait eu 3 victoires de suite contre Sunderland, Liverpool et Brighton, qui plus est. Mais bon, je pense que notre ami Frank Aylett, qui s'est donné le défi de se couper les cheveux après 5 victoires de Manchester United, va patienter avec son afro sur la tête, a priori. Le pauvre, le Donc, pauvre. ouais, et d'autant. Enfin, en plus, c'est dommage parce qu'il y a un enchaînement plutôt favorable derrière. Là, tout de suite, il va falloir prendre des points en décembre et début janvier. T'affrontes deux fois Wolverhampton, une fois West Ham, une fois Leeds, une fois Burnley. Bon, il va falloir prendre des points, quoi. Il va falloir vraiment prendre des points. Du côté de Palace, on l'a dit, c'est une équipe encore un gros obstacle qu'il va falloir passer pour Manu parce que quel début de saison du côté de Crystal Palace alors que tu as été dépouillé cet été. Hein, quand tu es supporter des Eagles, tu avais de quoi t'inquiéter quand même au début de saison. Et pourtant, ça marche bien. Et ça notamment grâce au buteur français Jean-Philippe Mateta, Valentin. Bah oui, Mateta, il reste là, lui, il ne part pas, hein, Mateta. Et puis, ça fait quand même quelques saisons, je me suis amusé à voir quand même les stats de Mateta. Ça fait quand même 3 saisons qui plante quand même 16 buts, 14 buts. Là, actuellement, il en est à 6 buts en première ligue, donc dans les mêmes standards. Mais c'est clair que là, il a explosé quand même depuis le début de saison. Les premières sélections en équipe de France, et je trouve qu'il a pris vraiment de l'épaisseur dans le jeu. Notamment dans son rôle de pivot, on le remarque beaucoup quand même par les buts qu'il marque, mais c'est vrai que son rôle de pivot est pour moi central.
Vraiment, il fait jouer sa taille à 1m92, hein, c'est vraiment difficile à défendre. Et il en fait profiter aussi à ses coéquipiers autour de lui. Donc pour moi, c'est vraiment une pièce maîtresse vraiment de Crystal Palace cette saison. Et en partie, une des raisons pour lesquelles Crystal Palace est très fort. Parce que derrière aussi, faut le dire, ils sont en place, 3 clean sheets de suite. Donc franchement, c'est très impressionnant. On se rappelle de Dean Henderson là, avec sa casquette contre Liverpool en début de saison. Il y a aussi une âme dans cette équipe, moi je trouve. Il y a quelque chose de particulier. Et même en ayant perdu des joueurs phares, hein, notamment Eberechi Eze, pour le plus grand plaisir de Hugo. Ouais, non, mais c'est ce que tu dis, cette équipe, elle a une âme. Moi, j'en avais la discussion. Si aujourd'hui je supportais pas Arsenal, je pense que si je devais choisir, je supporterais sans doute Crystal Palace. C'est une très belle équipe qui gagne des choses Révélation quand même. et qui, voilà, comme tu dis, c'est une équipe qui a une âme, qui est bien entrée dans son stade avec ses supporters et c'est toujours beau à voir. Le cœur londonien, attention quand même aux excès, hein, Hugo. Attention à ce que tu dis, tu vas pas te faire apprécier par les fans des Gunners. Bon. Ah, c'est pas les plus détestés de nos voisins. Ah oui, je pense que vous avez aussi du lourd, et notamment, c'est déjà ce que vous avez battu la semaine dernière avec Tottenham. Bon, côté Crystal Palace, il va quand même falloir faire attention cet hiver à pas encore se faire dépouiller, parce que mine de rien, Marc Guéhi est encore scruté de très près par Liverpool, qui pourrait a priori refaire une offre. C'était déjà le cas en fin du mercato estival. Souvenez-vous, ce transfert qui avait été avorté parce que ça s'était joué trop tard, entre guillemets, et Crystal Palace n'avait pas pu trouver de remplaçant à Guéhi. Là, Liverpool, vu la saison, je pense, va remettre un sacré chèque sur la table. Attention, défensivement aussi pour Palace, même s'il y a des choses intéressantes, hein, Hugo. Ouais, c'est très intéressant pour Palace. Maxence Lacroix, je trouve, enchaîne aussi là, les bonnes saisons. Et tu parlais de Dean Henderson tout à l'heure avec sa casquette. Franchement, il s'installe comme étant un taulier en première ligue. C'est un des très bons gardiens. Et pour Marc Guéhi, je mettrais quand même quelques réserves sur son transfert parce que je me souviens avoir commenté le match amical Angleterre-Pays de Galles et en conférence de presse quand on lui a demandé si pour la Coupe du Monde il voulait que son avenir soit fixé. Il a dit qu'il se sentait très bien à Crystal Palace et que globalement il n'avait pas besoin de connaître son avenir avant la Coupe du Monde. Donc c'est à voir s'il va vouloir partir dès cet hiver ou s'il va plutôt préférer la stabilité et se concentrer sur Palace et les Three Lions. Il a de la chance, il a un bon agent qui lui a fait un super discours avant de venir, c'est sympa quand même. Je veux dire, si Liverpool vous demande pour venir pallier un manque défensif, je vois difficilement comment vous pouvez dire non, surtout quand vous êtes un espoir comme ça, comme Marc Guéhi. Mais... Ouais, surtout quand même, il avait été approché cet été, mais cet été, Crystal Palace avait dit non, parce que sinon on n'a plus personne en défense. Mais, trop tard, ouais, trop tard. C'était trop tard, mais là, je pense qu'ils vont revenir à la charge et je vois pas comment. Ils vont mettre tout ce qu'il faut pour le faire venir. C'est indispensable pour Liverpool. Donc, je vois mal comment Margui pourrait, de mon côté, rester. 25 ans, Marc Guéhi, en plus, qui pourra amener une nouvelle dynamique. Et Crystal Palace, donc, qui étonne en haut de ce classement. Crystal Palace, qui n'a pas perdu, qui n'a pas perdu à domicile en Première Ligue depuis le 15 février. Et c'était, pour la petite anecdote, contre Everton, mais on passera là-dessus. Ça fait plus de 9 mois que les Eagles n'ont pas perdu à domicile en Première Ligue. Autant dire que Manchester United part dans un match encore bien compliqué. On enchaîne, messieurs, avec notre affiche de ce week-end. Manchester City face à Leeds. Bon, l'important pour les hommes de Pep Guardiola, ça va être de se relancer après un petit faux pas contre Newcastle. Et pour Leeds, ça chauffe un petit peu pour l'entraîneur. Bon, déjà parlons de Manchester City. City ne fait plus peur comme ces dernières saisons, comme ils ont pu le faire avant la toute dernière saison. Et ça s'explique aussi par l'absence notamment de Rodri. Il y a une sorte de Rodri dépendance, hein, c'est ça, Hugo? Oui, clairement, il y a un Man City avec sans Rodri. On l'a vu la saison dernière où il a manqué toute la saison. C'était clairement plus la même équipe. En plus, autour de lui, c'est une équipe plutôt en reconstruction. Guardiola l'a lui-même avoué que voilà, il est plus l'ère de dominance c'est terminé. Il construit des nouvelles choses. On voit aussi qu'il change des choses. Il est passé dans son système. Il est passé d'un gardien qui joue extrêmement bien au pied à un gardien plutôt fort sur sa ligne mais moins bon sur les relances.
Je pense que Guardiola est encore en saison d'essai. Ça joue quand même très bien pour une saison où il teste des choses. Mais on voit quand même que on a du mal à trouver un remplaçant crédible à Rodri. On a voilà, notamment Gonzalez, qui est pas un mauvais joueur, mais qui est clairement pas de la même trempe pour l'instant. À Moi, voir moi, s'il pourra un jour enfiler ce manteau, ce costume à l'avenir. Mais je trouve qu'on a été quand même très, très peu indulgent avec Tijani Reinders, hein, qu'on a laissé seulement quelques matchs, qui a montré de très belles choses au début. Bon, ça a été un peu plus irrégulier ensuite, mais comme box-to-box, comme ça, en remplaçant de Rodri, je trouve qu'on a été très peu indulgent avec lui. ouais, non, c'est vrai, c'est un joueur qui était très séduisant, notamment la saison dernière dans un AC Milan qui est en grande difficulté, hein, très moribond. Et lui, vraiment, il surnageait dans cette équipe, il émergeait. Moi aussi, j'en entendais beaucoup de son arrivée ici à Man City. On voit beaucoup plus Gonzalez. Alors voilà, est-ce qu'il fit mieux le style que Guardiola veut imposer que par rapport à Reinders, je sais pas. Mais je trouve que Reinders, c'est un joueur qui fait peut-être plus de courses, plus d'efforts et qui mérite peut-être aussi d'avoir plus de temps de jeu aussi parce que voilà, c'est un gros bosseur. Je pense que son style de jeu fit avec la première ligue. Donc ouais, j'aimerais bien le voir un peu plus sur les terrains. 0 minutes Après, contre Liverpool et 14 contre Newcastle, ouais, Val. ouais, j'ai l'impression aussi que le City ne joue pas pareil qu'avant. Enfin, Guardiola a bien compris qu'avec ses joueurs, il pouvait pas avoir autant la possession, et donc il a un jeu qui est beaucoup plus vertical. Et donc forcément, je pense que ça implique de changer aussi ses joueurs et qu'il teste un petit peu ses compositions d'équipe, quoi. Ouais, mais il va falloir trouver quand même une solution. Parce que mine de rien, vous êtes quand même encore Manchester City, hein, et le Manchester City avec l'équipe, pas la même équipe, mais avec une équipe en partie qui est allée chercher les titres et qui s'est imposée en tête de la première ligue, quoi. Mais donc, bon, une Rodri dépendance au cœur du jeu, nous disait Hugo. Peut-être aussi une Haaland dépendance, enfin même complètement une Haaland dépendance devant. 14 buts, Erling Haaland cette saison. Le deuxième meilleur buteur, vous avez sûrement vu passer la stat sur les réseaux sociaux. C'est Maxime Estève qui a marqué 2 buts contre son camp face à Manchester City avec Burnley, le défenseur français. Donc bon, il va quand même falloir trouver d'autres solutions offensives, même si Jérémy Doku réalise un très bon début de saison et c'est aussi contrebalancé par l'arrivée de Ryan Cherki. Oui, je pense que l'arrivée de Cherki, quand même, elle est déterminante. Ça offre quand même de nouvelles perspectives, je dirais, à City et à Haaland. Haaland cherchait un petit peu ce milieu qui était capable de le lancer aux profondeurs. Avec Cherki, il a trouvé un fidèle compagnon vraiment là-dedans. Je lisais, pour vous citer, c'est le Manchester Evening News qui titrait que Cherki aide Manchester City à trouver une solution au problème absurde d'Erling Haaland. Le problème absurde, c'est bon, C'est marqué des buts. non, mais bah oui, mais je trouve que la dépendance d'Erling Haaland, c'est pas un problème en soi. Tant qu'il est là et qu'il marque des buts, c'est pas un problème. Même si Mais demain il se blesse, bon courage. si demain il se blesse, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que Cherki apporte de la créativité là où il y en avait très peu à Manchester City. Il a perdu un petit peu de poids avant cette saison. Il a perdu 2 kilos. Alors c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais en fait là il est vraiment fit, il est vraiment sec. Et ça se voit dans ses courses. Malheureusement, il a été blessé fin août, donc il n'a pas encore pris trop de rythme. Il n'a que 3 matchs pleins, hein, au final en première ligue cette saison. Mais parmi ces 3 matchs, il y a quand même le match face à Bournemouth où il donne 2 passes décisives à Erling Haaland et enfin c'est une petite masterclass quand même de Ryan Cherki. On sent que ça te fait plaisir. On sent que ça te fait plaisir. Non. Mais en tout cas, cette sortie, enfin ce match vraiment de Cherki a été beaucoup mis en lumière et à juste titre parce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour Manchester City. Oui, et des nouvelles perspectives dans lesquelles il va falloir tout de suite s'engouffrer parce que ça va très vite. Ceci étant, Manchester City est encore très solide à domicile. Une seule défaite aussi, on parlait de Crystal Palace à domicile. Une seule défaite pour City en PL cette saison et c'était la toute première réception de l'année contre Tottenham 2-0. Donc, contre une équipe comme Leeds, ça devrait le faire. Sauf que de l'autre côté, il y en a peut-être un aussi qui va jouer sa peau. C'est Daniel Farke, le coach de Leeds. Leeds est 18ème de Première Ligue, malgré un mercato plutôt intéressant, Hugo. Ouais, intéressant sur certains points. J'ai bien aimé qu'on aille chercher un peu partout. On ne s'est pas focalisé sur l'Angleterre. On est allé chercher en Bundesliga. On est allé chercher du côté de la France aussi avec l'arrivée de Lucas Perry, bien évidemment, qui était compliqué
qui a beaucoup fait parler cet été. Mais je pense que Valentin en il pleure cherche encore. encore un peu. Ouais, je pense qu'il en cherche encore un peu son équilibre, Daniel Fark, parce qu'il y a des signatures qui me convainquent moins. On va parler notamment de Dominique Calvert-Lewin. C'est pas une Et surprise. oui, voilà, mais où on se demande, je pense que c'était plus un pari qu'autre chose, et voilà, il n'est pas forcément réussi. Mais il y a des satisfactions, notamment Okafor, je trouve qui est très bon sur ce début de saison, le Suisse qui débarque de la Serie A et qui apporte quelque chose. Et on parle aussi de Longstaff, mais qui est malheureusement pour les joueurs de Leeds blessé. Ouais, j'aimerais bien le voir un peu plus au Okafor avec Nmecha, parce que en 3 titularisations, Nmecha, c'est quand même 3 buts. C'est ça. Et ça marche bien le relais avec Okafor sur le côté. Bah, c'est ça, je vais reparler de mon championnat, mais Nmecha, il est aussi passé en Belgique, aussi à Anderlecht, comme Joshua Zirkzee, et je suis très avec vous, il m'avait bien plus convaincu que le néerlandais. Il presse Parce pour que sa paroisse quand même. Hein. c'était l'époque où Vincent Kompany entraînait le Sporting Club d'Anderlecht et où voilà, il y avait des passerelles évidentes avec Man City à l'époque. Et Vincent Kompany monte aujourd'hui au Bayern. Voilà, il sait entraîner des joueurs et il sait surtout dénicher des talents. Et franchement, avec Nmecha, c'était un très bon joueur. On voyait que ça allait devenir un grand joueur. En Bundesliga à Wolfsburg, il faisait aussi beaucoup de bien. Donc là, oui, je suis pas étonné de le voir performer en Première Ligue. Et comme tu dis, pour l'instant, seulement 3 titularisations. Donc je pense que ça peut. Ouais, ça peut augmenter au fil de la saison et surtout, je pense que plus les matchs viendront, plus son impact sera important pour Leeds. Ouais, et il y a aussi des solutions comme Gnonto, il y a aussi Dan James, parce que de l'autre côté, pour le coup, Brandon Aronson, il est pas très très bon sur son côté droit, il n'apporte pas beaucoup. Bon, Dominique Calvert-Lewin, on en a parlé. Après, je trouve quand même qu'on est dur avec Leeds. Et Daniel Fark le disait aujourd'hui d'ailleurs dans les médias, c'est finir 17ème sera un grand succès. Bah ouais, je suis d'accord avec lui, parce que se maintenir en première ligue, quand on est promu, c'est pas donné, la preuve, l'année dernière personne ne l'a fait. Donc tu montes de championship, t'es champion avec 100 points, je me demande à quoi on s'attend, je viens de faire tomber une bouteille en même temps. Ouais, mais non, enfin après oui, je comprends, mais là il y a quand même une attente un petit peu plus haute de la part des supporters. Enfin, ils se sont fait quand même siffler après la défaite face à Aston Villa, 5 défaites sur les 6 derniers matchs, et puis là ils ont un calendrier, enfin, ils vont pas gagner de points. Enfin, je m'avance peut-être un peu, City, mais ça va être Chelsea, compliqué. Liverpool, ouais, à venir. Voilà, Manchester City, Chelsea, Liverpool. Donc bon, je vois mal comment ils pourraient remonter au classement là très vite, on va dire. Mais après, oui, ça reste un promu et tous les promus ne font pas des saisons à la Sunderland comme ils sont en train de nous le faire, c'est sûr. Non mais d'autant qu'il y a déjà 11 points en 12 journées pour Leeds, même si le calendrier qui arrive est compliqué, mais avec un rythme d'un point par match, tu te maintiens les saisons précédentes et tu t'es toujours maintenu. Donc je trouve qu'on est très alarmiste du côté de Leeds. Et il y a certainement des ajustements qui seront faits aussi cet hiver. Et moi, je ne vois pas de raison quand même de tirer la sonnette d'alarme comme c'est fait, en tout cas de mettre en cause le travail de Daniel Fark. Et en plus, même si Leeds était finalement redescendu en Championship, ils avaient quand même résisté quelques saisons avant leur montée précédente. Après leur montée précédente, on se souvient de ce scénario fou avec le but de Rafinha dans la dernière. Non, c'était l'assist de Rafinha dans la dernière journée. Mais voilà, c'est une équipe qui est historiquement importante en Angleterre et on le voit, c'est toute une ville qui pousse derrière ce club et je pense que ça les aide beaucoup. C'est un club historique qui a une âme et on voit que ouais, voilà, le club, les joueurs ont envie de se battre pour se maintenir en première ligue. Ah, puis quelle atmosphère à Elland Road. Ça fait partie des grands, enfin des stades mythiques de la première ligue. Ouais, c'est ça. Bon, messieurs, en parlant de mythique, on a quand même un derby de Londres exceptionnel qui nous attend ce week-end. C'est le match évidemment du week-end, le match du dimanche soir, parce que c'est le leader qui affronte son dauphin. Et en plus, c'est un derby. Chelsea, Arsenal, à Stamford Bridge. Un match qui sent la poudre, hein, comme on aimerait le dire. C'est un match avec déjà énormément d'enjeux. Je vais reposer la question à laquelle on avait commencé à répondre dans le débrief. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez y aller, il est encore disponible. Est-ce que Arsenal peut déjà être champion finalement en remportant ce match? Quels sont les enjeux de cette rencontre, Hugo? Déjà champion, non, mais c'est clairement, comment on pourrait dire, un match à 6 points, parce que voilà, le Chelsea est le dauphin, il est actuellement 6 points, et si on gagne ce match, on repousse un adversaire à 9 points. 9 points, ça fait beaucoup. City serait à 7 points s'il gagnait ce week-end. Donc ça ferait quand même un beau matelas. Et puis ils l'ont montré, ils sont sur une dynamique incroyable en ce moment. Ils enchaînent les grosses performances.
Voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter? On se le demande parce que souvent il y a eu des coups d'arrêt les saisons précédentes sur des blessures ou ce genre de choses. Là, des blessures, Arsenal on a déjà connu cette saison et pour l'instant le coup d'arrêt n'arrive pas. Les suppléants font un beau travail. Trossard Mikel est Arteta sorti adapte contre très le bien son Bayern. jeu. Ouais, voilà, ça fait une nouvelle tuile. Mais après, on a vu Madueke monter au jeu, qui a, qui a clairement assuré. Martinelli est monté et les deux ont marqué. Donc, ça montre quand même que Arteta a un nombre de solutions assez impressionnant sur son banc. Je pense pas que beaucoup de managers de Première Ligue peuvent se targuer d'avoir un tel effectif. Je pense que c'est l'année ou jamais pour les Gunners et il va falloir tenir, il va falloir faire des choix. Et je pense que pour l'instant, les bons choix ont été faits dans le jeu. Arteta s'est toujours adapté à son effectif et pour l'instant, ça paye. Mais il y a un nouveau gros rendez-vous face à un sacré adversaire qui joue aussi très bien dernièrement. D'ailleurs, on parlait des blessures, Martinelli est revenu à marquer, Odegaard est entré en jeu aussi du côté d'Arsenal, mais j'attends de voir quand même, justement, tu le disais, Chelsea joue très bien, moi j'attends de voir ce duel au milieu de terrain, notamment le duel un peu de récupérateurs, Zubimendi Rice contre Enzo Fernandez et Moses Caicedo, parce que la seule défaite d'Arsenal cette saison, c'était face à un Liverpool qui avait montré beaucoup de densité au milieu de terrain en tout début de saison, 1-0, et je pense que cette équipe de Chelsea peut poser des problèmes à Arsenal, en tout cas ce week-end, d'autant que les Blues sont dans une très bonne forme, avec une victoire de prestige contre le Barça en Ligue des Champions, 3-0 cette semaine, Valentin. Ouais, ils ont vraiment été impressionnants, je trouve. Bah, on a en fait un match entre les deux meilleures équipes cette semaine en Ligue des Champions, Arsenal et Chelsea. Mais Chelsea, dans l'intensité qu'ils ont mis vraiment contre Barcelone, ils ont été ultra impressionnants. Ils les ont bouffés, hein, carrément. Là, y a pas d'autre mot. Et au milieu, Enzo Fernandez et Caicedo, c'est vraiment du très très haut niveau. Ils se projetaient. J'avais l'impression de voir des morts de faim sur la pelouse. Ils avaient pas mangé depuis 3 semaines. Enfin, c'était et je me dis, s'ils sont capables de mettre la même intensité face à Arsenal, eh ben, je suis curieux de voir le résultat parce que on n'a pas l'habitude en fait de voir souvent Chelsea jouer aussi haut, de presser et d'être autant aussi offensif finalement. Mais ils sont aussi capables de le faire. Ils sont capables de gagner contre des blocs bas et de finalement se contenter d'un 1-0, 2-0 un petit peu ennuyeux. Mais ils sont aussi capables de sortir un gros match avec de grosses intensités, un gros pressing, comme face au Barça. Et puis Cucurella, on a vu aussi Puis Malo Gusto, ouais. Malo Gusto aussi que j'ai trouvé très très bon. Donc Duel de ça promet, ouais. latéraux et duel aussi même dans le cœur du jeu, parce que Chelsea est une équipe qui adore aller tricoter dans le cœur du jeu, qui passe moins par les ailes d'ailleurs, qui centre moins, une des équipes qui centre le moins en première ligue. Donc ça va aussi donner un travail différent à Arsenal. Alors j'imagine que les Gunners seront bien préparés. Hein, je pense qu'ils ont l'habitude aussi de jouer des matchs à haute intensité comme celui-ci. Mais ce sera un système défensif différent et peut-être que ça peut tester un petit peu la charnière qui est de moins en moins mise en contribution tellement tout fonctionne bien pour l'instant à Arsenal. Oui, clairement. Et comme on disait, ça va être une opposition dans le milieu de terrain, notamment, et sur le contrôle du match, parce que j'ai vu deux équipes qui, cette semaine en Ligue des Champions, ont accéléré quand elles le voulaient, ont fait ce qu'elles voulaient d'un sacré adversaire, le Barça pour Chelsea et le Bayern pour Arsenal. Donc, c'est deux équipes qui aiment contrôler le match, mais qui peuvent aussi parfois intelligemment laisser la balle. On l'a vu dans les deux cas, et Valentin le disait, Chelsea peut très bien se contenter d'un 1-0, d'un 2-0 ennuyeux. Si c'est ça qu'il faut pour gagner, ils le feront. Donc, c'est des équipes qui sont joueuses et qui sont aussi beaucoup dans le contrôle. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Il va falloir trouver la bonne balance. Je pense que pour Maresca et pour Arteta, c'est un sacré casse-tête ce week-end. Ah, mais Ouais. j'espère qu'on va avoir deux équipes joueuses quand même, parce qu'on va pas, on va Franchement, pas trop vous nous le dites, hein, Chelsea n'est pas toujours une équipe joueuse. C'était quand même pas très reluisant les dernières, hormis c'était sorti face au Barça, mais on s'ennuie peut-être parfois un peu en regardant Chelsea sauf quand ils nous font rentrer Estevao ou ils le font démarrer et là c'est la fête parce que lui aussi il peut se servir de dynamiteur dans cette équipe là et lui aussi il peut changer le cours du match finalement. Est-ce que c'est lui qui peut faire la différence, un joueur comme celui-ci? Bah oui, oui, complètement. Puis
de ce qu'il a montré aussi en Champions League, forcément, il sera un petit peu marqué dimanche. Et il est capable de faire la différence à lui tout seul. Pied droit, pied gauche, on a vu aucun souci. Capable de marquer du pied droit même s'il est gaucher. Mais ça peut aussi ouvrir des brèches. Pedro Neto a été aussi monstrueux face au Barça. Il y a Delap aussi qui a fait son retour, qui a marqué. Donc les armes, ouais, important retour. Donc les armes offensives à Chelsea, il y en a plein et ça peut venir, oui, bien sûr, d'Estevao, mais de d'autres. Oui, parce que cette association même, cette association Delap, Joao Pedro, avec quand même 2 joueurs qui prennent de la place à l'intérieur, elle libère souvent les côtés et c'est là que les feux follets comme Estevao peuvent se régaler. Et j'étais assez surpris d'ailleurs de le voir à un tel niveau de jeu. 3e joueur de moins de 20 ans à inscrire un but dans chacune de ses 3 premières titularisations en Ligue des Champions. Donc ça en dit long quand même sur le potentiel du joueur, quoi. On va avoir un sacré derby. Oui, Hugo? Non, c'est tout. Ah bah c'est tout pour Hugo, là. Non, je pensais que tu voulais le mot de la fin, parce que je me suis dit, forcément, ton petit côté londonien va ressurgir. La coup, je t'ai présenté comme ça, maintenant, faut assumer. Est-ce que Madueke va marquer alors contre Chelsea, son ancienne équipe? Son petit prono. Il est en forme, lui aussi il revient de blessure, il y a beaucoup de retours de blessure à Arsenal. Il avait recommencé, il avait joué une dizaine de minutes, je crois, face à Tottenham, et là, face au Bayern, je pense pas qu'il avait prévu de jouer aussi longtemps. On rappelle qu'il remplace Trossard qui sort blessé vers la 30e minute, et il fait un très bon match. Il a joué à gauche, à droite, il a marqué. Franchement, c'est un joueur très polyvalent, très utile. Je disais qu'Arteta, il avait plusieurs solutions. Là, il peut le faire jouer des deux côtés. C'est un joueur toujours très couteau suisse, très, très intéressant. Et je pense que son passage un peu raté, peut-être aussi parfois trop décrié à Chelsea, parce que c'était clairement pas le pire des joueurs dans cette période, dans cette passe compliquée pour les Blues. Je pense qu'il aura peut-être à cœur aussi de montrer à Stamford Bridge c'est tout l'étendue de son talent. Et j'espère qu'on mettra aussi un petit peu plus à contribution les gardiens à la fois de Chelsea et d'Arsenal, qu'on voit peu cette saison, David Raya et Robert Sanchez quand c'est lui dans les buts. On les voit peu cette saison, c'est bon signe parce que les défenses fonctionnent bien, mais ça va peut-être changer ce week-end. Ouais. C'est aussi bon signe pour Chelsea parce que franchement, Robert Sanchez, c'est pas mon gardien que je trouve le plus rassurant en première ligue. En tout cas, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est le genre de gardien qui peut avoir un petit trou d'air par match. Ouais, et c'est pour ça qu'il est de plus en plus testé aussi par les Blues finalement. Et il y a des solutions sur le banc. C'est le gardien Philippe Jorgensen qui est derrière, le gardien danois, qui a fait aussi quelques preuves, notamment en Conférence League la saison dernière. Ouais. Messieurs, oui, juste sur Jorgensen. Ouais. Juste sur Jorgensen rapidement, moi je militais pour que Chelsea fonce sur Gianluigi Donnarumma cet été. Ils l'ont pas fait. Enfin, où ils ont été devancés, mais voilà. Mais moi je pense que c'est un des chantiers d'Enzo Maresca à l'avenir. Eh bien, écoute, on verra ce week-end face aux salves d'Arsenal si la muraille Chelsea parvient à tenir. Une muraille qui ne tient plus sur grand-chose en ce moment, c'est celle de Liverpool. On est obligé de faire notre petit point, j'ai pas envie de dire quotidien, mais bi-hebdomadaire sur Liverpool, parce que un ultimatum aurait été lancé, selon les médias anglais, qui nous dit que Arne Slot, s'il ne ramenait pas les 6 points des 2 prochains matchs, c'est-à-dire victoire contre West Ham, victoire contre Sunderland, eh bien Arne Slot pourrait être démis de ses fonctions à Liverpool. Alors, déjà, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que ce sont les derniers instants d'Arne Slot à Liverpool, messieurs ? Déjà, faut attendre de voir les 2 matchs. En quel cas, s'il perd et si la menace qui pèse sur sa tête est fondée. Mais enfin, en tout cas, oui, elle est fondée, mais si elle existe vraiment. Après, ça m'étonnerait quand même un petit peu de la part de Liverpool, dans le sens où c'est quand même un club qui prévoit les choses, là ils sont un peu pris de court, c'est vrai, mais je les vois pas non plus dans la panique, céder, renvoyer Arne Slot. Est-ce que tu prévoyais que après voilà. Est-ce que tu prévoyais certains des meilleurs défenseurs du monde, enfin jusque-là en tout cas, puissent faire, je veux dire, on peut reparler même du match face au PSV cette semaine à Anfield encore une fois, avec
Virgil van Dijk qui se prend pour un basketteur, avec Ibrahima Konaté qui manque totalement un duel sur le 3e but, Milos Kerkez qui est pas du tout bien aligné sur le 2e, il y a rien. Est-ce que de toute façon, il y a un but pour chaque défenseur ou presque. Hein. C'est donc on pourrait faire chaque semaine sur ça hein, finalement. Mais non, bah moi je pense qu'Arne Slot c'est pas, enfin il l'a prouvé la saison dernière, il l'a prouvé aux Pays-Bas, c'est vraiment pas un mauvais entraîneur. Après, si la série continue, j'ai envie de dire, à un moment donné, il va falloir un électrochoc. mais quand Est-ce qu'Arne Slot voilà, c'est ça, c'est la question, c'est de 1, est-ce qu'Arne Slot sera le fusible, et de 2, quand est-ce que le fusible va sauter? Est-ce que ce sera au bout de ces 2 matchs? Ce serait dur parce que, enfin, ok, West Ham, ils étaient plutôt mal en point depuis le début de saison, mais ils sont enfin sur une bonne dynamique, donc attention quand même. Et Sunderland, bah, ça joue quand même excellemment bien depuis le début de saison, donc j'ai du mal à me dire que s'il ramène pas les 6 points, il soit renvoyé. Après, s'il revient vraiment avec 0 points de ses duels, ou même avec 1 ou 2 points, comme je dis, l'électrochoc devra venir à un moment. Est-ce qu'il viendra par le licenciement d'Arne Slot, par quoi que ce soit d'autre? Mais il faut quelque chose pour remettre cette équipe à plat. On l'a dit dans notre débrief, c'est pas une équipe qui manque de talent, clairement. C'est pas dans les pieds les problèmes. Je pense que le problème il est plus haut que ça. Et je pense qu'aujourd'hui il y a des mais circonstances aujourd'hui, je cette pense qu'il saison faut... aussi, ouais, qui sont. Enfin, on parlait de la disparition de Diogo Jota, peut-être que ça pèse encore dans la tête, mais il n'y a pas d'électrochoc sur le terrain. Et Van Dijk va tenter de faire un électrochoc qui n'a pas eu lieu. Quand on voit même des cadres comme Salah qui ne réagissent pas, j'ai du mal à croire que ce ne soit pas Arne Slot le fusible et pas le plus rapidement possible. Oui. Et puis après, je me demande aussi à quel point un nouvel entraîneur peut faire un électrochoc tellement enfin oui, les joueurs ont l'air meurtris quoi. Sur le terrain, on a tous l'impression qu'ils jouent à 50% de leur capacité. Enfin, c'est presque désolant à voir parce que quand on voit le jeu séduisant qu'ils arrivaient à proposer la saison dernière avec quelques stars en moins en plus, bah on se dit que cette saison ça devrait être la plus belle équipe d'Europe, que ça devrait être du jeu délicieux tous les week-ends, un Anfield en feu, et finalement c'est un Anfield bien moribond avec des supporters qui partent en avance. On va quand même demander à Jürgen Klopp ce qu'il fait le week-end prochain, juste pour savoir. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de liant, ouais, il y a pas de liant. Mais c'est vrai que je me demande, en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il va sauter ou pas sauter, c'est est-ce qu'il a les clés pour créer cet électrochoc. Et c'est là où j'ai plus d'interrogations, parce que je me dis, même dans le management et dans la relation avec ses joueurs, il a beaucoup d'ego là maintenant dans le vestiaire, avec les recrutements de cet été, avec les Wirtz, les Isaac, tous ces attaquants qui s'empilent. Et je me dis, est-ce qu'il a je dirais pas le charisme, mais dans un vestiaire, est-ce qu'il est suffisamment respecté par ses joueurs pour taper du poing sur la table et les réveiller, quoi. Voilà, je faisais une comparaison qui était un petit peu extrapolée, mais je me dis, un Zidane, il savait manager les égos au Real Madrid. Oh, est-ce que finalement... Tu compares, oui. Le seul point commun, c'est qu'il n'ait plus un cheveu sur le caillou, tous les deux. Hein. C'est tout. Oui, mais en l'occurrence, Zidane, dans ce genre de situation, pour manager les égos, il n'y a pas mieux, on le sait. Et c'est ce qu'il faudrait peut-être un petit Zidane là dans la tête d'Arne Slot là pour. Mais bon, c'est beaucoup demandé. Ce qui peut lui faciliter la tâche, c'est alors je ne le souhaite pas parce que vu son début de saison qui avait été très bon à Hugo Ekitike, je ne lui souhaite pas, mais Hugo Ekitike est sorti sur blessure face au PSV. Si jamais il y a quelques semaines d'indisponibilité, ça laisserait, parce qu'on a parlé de cette concurrence avec Isaac, on ne savait pas trop sur quoi elle était basée, au moins là, ça laisserait forcément le premier rôle à Isaac. Mais je ne souhaite pas évidemment qu'Hugo Ekitike soit sur la touche pendant plusieurs semaines. Ouais, mais c'est vrai que comme le disait Val, c'est Arne Slot, je pense que c'est un excellent tacticien. Je pense que là-dessus, j'ai rien à redire. Il a réinventé Ryan Gravenberch la saison dernière, qui est passé d'un milieu de terrain presque offensif à un vrai milieu de terrain défensif, capable même de jouer presque en défense centrale. Je pense que techniquement, il a prouvé sa valeur. Après, comme il a dit, est-ce que c'est un vrai meneur d'homme? Est-ce que c'est un meneur d'homme pas par l'exemple, mais je veux dire par la gueule, par le discours, par ce genre de choses? Je sais pas, j'ai jamais vu Arne Slot dans ce contexte, donc j'ai du mal à me dire que oui. Mais en plus, les derniers résultats, je pense, prouvent que c'est pas le grand meneur d'hommes que sont certains comme Zidane, qui est décidé par Val. Et je pense que non mais attendez, il va falloir. Excusez-moi, cette comparaison avec Zidane, elle sort du chapeau là, non? Non mais oui, excusez-moi, messieurs, je vais être très clair. Là, moi, je trouve ça. Enfin, attendez.
on a quand même, je n'enlève rien à la qualité d'Arne Slot, qui a prouvé aussi aux Pays-Bas qu'il était un bon manager, mais de là à comparer Arne Slot et Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'il a fait, Slot? Non, mais je le compare pas. Mais je dis, il faudrait quelqu'un qui, dans le charisme, soit comme Zidane, qui puisse être respecté sans même montrer l'exemple d'un point de vue tactique. Après, non, je compare pas Arne Slot et Zidane. Non, mais vous me faites peur. Hein. Non, mais là, vous me faites peur. Hein, je vous le dis. Est-ce que Liverpool n'est pas le Real Madrid anglais un peu, enfin, oui, grande aussi, histoire, grand palmarès. Oui, Ça lui fait du mal de l'avouer. Bon, là, je pense que non, je pense que bon, le parallèle est quand même un petit peu capillotracté et Arne Slot ne sait pas de quoi on parle quand on parle de capillotracté. Messieurs, on arrive déjà finalement au bout de cette preview, hein, parce que mine de rien, ça avance. Si vous avez une dernière comparaison Zidane-Slot à faire, c'est maintenant. Sinon, on peut enchaîner. J'aimerais qu'on instaure un petit rendez-vous en fin de preview pour chacune de nos previews. C'est donner un petit joueur de la semaine, ou un grand hein, d'ailleurs, un joueur de la semaine, un joueur du week-end que vous avez envie de voir performer ou que vous pensez voir performer ce week-end. Donc voilà, messieurs, si vous voulez, Valentin, si tu veux commencer avec ton joueur de la semaine, nous dire qui tu as choisi pour ce week-end. Ouais, alors moi, ça va pas être original, mais j'ai choisi Granit Xhaka pour parler déjà de son retour en Première Ligue, qu'il avait quitté il y a 2 ans avec Arsenal, et puis de son début de saison avec Sunderland, où je le trouve monstrueux, quoi. Il a retrouvé un second souffle, comme s'il n'avait jamais quitté la Première Ligue. Il est décisif, il mène ses hommes, lui, pour le coup. Il est vraiment très très bon. Il a repris aussi le leadership avec la Suisse dernièrement pour les rencontres internationales. Et non, vraiment, Granit Xhaka, en tout cas, c'est pas une découverte, c'est clair, mais je le redécouvre à un niveau dont je l'avais plus vu depuis quand même longtemps. Alors c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de ses matchs du côté de l'Allemagne, mais très impressionnant. Et puis c'est aussi corrélé avec ce début de saison de Sunderland qui est très bon. Ils affrontent Bournemouth en plus ce week-end. Donc c'est un petit peu les deux surprises de ce début de saison, en tout cas les deux petits clubs qui font mieux que résister, qui sont dans le haut du tableau. Donc pour moi, voilà, si vous avez un petit joueur à regarder de près, c'est Granit Xhaka. Quelle excellente recrue pour encadrer ce groupe aussi majoritairement jeune et majoritairement à la découverte de la Première Ligue cette saison. Hugo ? Ouais, moi, je vais partir sur Elliot Anderson, le milieu anglais de Nottingham. C'est un joueur qui a déjà fait une très bonne saison la saison dernière, qui a été installé par Thomas Tuchel en tant que titulaire chez les Three Lions en équipe d'Angleterre. Donc c'est quand même une sacrée reconnaissance pour lui. Et là, quand je regarde ses stats avancées sur ce début de saison, il fait partie à son poste de milieu de terrain. Il fait partie des meilleurs sur les tacles, sur les duels aériens gagnés, sur les dégagements et sur les récupérations. Donc ça prouve que défensivement, il est très important pour ce Nottingham, surtout qu'on sait qu'avec Sean Dyche, ça va pas non plus être un jeu, ça va pas être le grand jeu tactique qui va être développé. Donc je pense que défensivement, il va être très important pour Nottingham. Et je pense que quand je vois que aussi sur ses courses progressives, sur ses passes progressives, il fait aussi partie des meilleurs. Je me dis que vraiment c'est un des joueurs à surveiller et je pense qu'il sera bientôt plus à Nottingham. Peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain, à mon avis. Il y a des grands clubs qui auront besoin de ce genre de profil. Et en plus, ce week-end, face à Brighton, c'est une opposition de style. Je pense que c'est deux équipes qui peuvent se regarder dans les yeux. Et je pense que ça peut être un beau match. Et Elliot Anderson, qui va comme souvent, un peu surnager dans ce milieu de terrain. Eh bien, c'est pris en note pour... tu vois, les Gunners sont déjà en train de se renseigner sur son dossier pour la saison prochaine. Tu as bien fait. Il y a déjà trop de monde. Oui, mais avec la profondeur XXL, on peut rajouter un joueur, on le verra même plus. Bon, messieurs, mon choix du week-end, moi, c'est porté sur Morgan Rogers, l'attaquant d'Aston Villa, qui a marqué un doublé la semaine dernière à Leeds, et figurez-vous que c'était 2 de ses 3 buts de la saison, puisque il avait démarré très mollement, très timidement. Il a donc 3 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison. Bon, Villa joue Wolverhampton ce week-end, dimanche à 15h. C'est la lanterne rouge de Première Ligue, c'est la pire défense de Première Ligue.
Eh bien, si vous voulez voir Morgan Rogers inscrire un nouveau doublé, eh bien, il faut vous brancher sur cette rencontre. 8 buts et 11 passes décisives quand même la saison dernière pour Morgan Rogers, qui avait réalisé une très bonne saison et qui avait été un grand artisan aussi de la super performance collective de Villa, qui avait échoué, qui avait manqué la LDC à la différence de but. Donc moi je pense que Morgan Rogers a enfin lancé sa saison face à Leeds, et là c'est l'occasion contre Wolverhampton de continuer sur cette super dynamique et d'aller, moi je vous le dis, marquer un nouveau doublé. Je le sens. En plus Villa va bien puisqu'ils sont 4e, j'ai oublié de le préciser. Voilà messieurs, on a fait quand même un beau petit C'est vrai tour. que comme tu dis, juste sur Rodgers, c'est un peu tout Villa qui est en difficulté en début de saison. Et j'ai l'impression que Rodgers, il a pas mal profité de ses passages en équipe d'Angleterre où il a fait des belles performances et je pense que ça lui a bien redonné de la confiance. Eh bien, le mot de la fin pour notre londonien préféré. Faut que j'arrête de t'appeler londonien parce que... Pas mon VPN y est, mais... Il a la casquette, il a le style déjà de Londres. Tout y vous est. ne voyez pas si vous écoutez en podcast, mais en tout cas, il a le style british. Et est-ce que comme Monsieur Mamdani, maire de New York, toi aussi tu penses à Pascal Sigan, Sébastien Schilacci et Marwan Chamakh en te réveillant ou pas? Moi, je suis un peu plus jeune, donc moi, ça va plutôt être Cesc Fabregas, Samir Nasri et Robin van Persie. Ça fait moins rêver. Hein. Ouais, je préfère quand même un Pascal Sigan. Bah, je ne suis pas ouvert au débat. J'aurais pu dire Yann Purou, mais... Bon, merci messieurs en tout cas pour cette preview. Notre rendez-vous du vendredi, notez bien, lundi débrief, vendredi preview. On se retrouve donc lundi pour faire le point sur cette journée qui risque d'être encore bien agitée. Et derrière le mois de décembre, c'est 6 journées de championnat pendant tout le mois de décembre. Donc on aura fort à faire. Pas de Boxing Day, un seul match le 26, mais de quoi faire quand même pendant la période des fêtes qui va être très révélatrice comme chaque saison. Merci messieurs, merci Hugo, merci Valentin. On se retrouve du coup lundi à la fin de ce week-end pour discuter de ce qui s'est passé lors de la 13e journée de Première Ligue. Merci messieurs, à lundi. Merci, ciao ciao. Bon week-end.